Donc voilà, on continue. Allô, je parlais tout à l'heure à moi-même, excusez-moi. Vous m'entendez maintenant? Ouais, c'est bon. Oui, excusez-moi. Donc voilà, si on pose P, la matrice de passage de B à B' sous forme de colonne C1 jusqu'à Cn. Ça marche? On aura quoi? On aura CJ qui est égal à quoi? Qui est égal à A1J, A2J jusqu'à ANJ. Parce que c'est l'écriture du vecteur, quoi? EJ en fonction des autres vecteurs. Ou bien Ouais. EJ'. Bon, ça reste des notations. Quel que soit J appartenant de 1 à N. Donc voilà. On aura quoi? CI. CJ égale à quoi? CI', CJ', ça doit avoir T'. EJ', prime. Ça va, ça. Donc c'est bon, on est d'accord. Ça, c'est égal à quoi? Produit scalaire canonique. Vous savez, c'est quoi le produit scalaire canonique? Produit scalaire canonique, c'est le produit scalaire le plus simple. Si on a x1, x2 jusqu'à x3, jusqu'à xn, scalaire y1 jusqu'à yn, d'accord? Oui. Le produit scalaire canonique, c'est x1, y1, plus x2, y2, plus, jusqu'à xn, yn. Ça, c'est le produit scalaire canonique. On l'appelle produit scalaire canonique. Ça, je vais laisser à part. Donc, voilà. Produit scalaire canonique, si on fait petite opération, ça va être égal au produit scalaire de quoi? Ou bien au produit matriciel de CI transposé CJ. Oui ou non? Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, et ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à K allant de 1 jusqu'à N de AKI', AKJ'. Ça marche? D'autre Ouais, part, ouais. regardez. EI', EJ'. C'est égal à quoi? On a fait cette astuce pas mal de fois. K allant de 1 jusqu'à N. De K à AKI', EK. DL allant de 1 jusqu'à N. DAL, J', EL. D'accord. Par bilinéarité du produit scalaire. On a obtenu une double somme en K et en L de ça. Non, on a conservé qu'un seul terme, c'est celui qui correspond à K égale L. Ouais. Donc, de la même façon, AKI', AKJ', on obtient ça. C'est égal à ça. Donc, EI', scalaire EJ', c'est égal à quoi? C'est égal à CI', CJ'. OK? Ouais. On a quoi? EI', EJ', c'est égal à symbole de Kronecker, delta IJ, car les EK', K allant de 1 jusqu'à N, ils constituent quoi? Base orthonormale. Alors, orthonormal, orthonormé, c'est autre chose. Ça implique quoi? Ça implique que CI', CJ' égale à? Delta IJ. Voilà. Implique quoi? Que les vecteurs colonne de
La matrice P construise quoi? Construise une base orthonormée ou bien les vecteurs sont orthonormales. Ça revient à dire la même chose. Ça implique quoi? Une base orthonormée de Rn. C'est bon ou pas? Ça implique que P appartient à... C'est bon. Voilà. Donc voilà, on a vu que P qui est égal à la matrice passage d'une base orthonormale à une base orthonormale appartient à l'ensemble de matrices orthonormales. Quelle que soit la base BB', à condition que les deux à la fois soient orthogonales. OK? Oui. Donc voilà, je pense que si vous comprenez bien le cours maintenant, ça sera très impeccable avec vos profs. Donc vous serez en avance. Vous pourrez vraiment mieux apprendre votre cours avec le prof si vous voulez et vraiment attaquer d'autres matières ou ce qu'on voulait. Donc, on va voir autre chose. On va voir le théorème de Reis-Fisher. Mais attendez, est-ce que je fais un truc avec vous? Ouais. Proposition. On est obligé d'écrire 100 000 fois soit E muni du produit scalaire. Un espace euclidien. On n'a aucun choix. F, un orthogonal. Un endomorphisme orthogonal. Le F, un sous-espace vectoriel de E. D'accord? Regardez-moi ça. Si F est stable par F, identiquement équivalent quoi? F de F est inclus dans F. C'est bon? Oui. Alors, imaginez F orthogonal est stable par F. Identiquement équivalent. F de F orthogonal est inclus dans F orthogonal. C'est intéressant ça. Hein? Oui. C'est intéressant comme propriété. Si on a la stabilité d'un sous-espace vectoriel par... La réciproque n'est pas vraie pour l'implication indirecte. Le problème pour la réciproque... Oui, la réciproque est vraie. Je pense que c'est parce qu'en dimension finie, on a vu que F orthogonal égale à F. Ouais. On a vu ça ou pas? Mais c'est... Lorsque j'ai insisté sur dimension finie, dimension infinie, on ne pourra pas le faire. On a dit que ça se transforme en une inclusion. On n'a pas une égalité. Je pense qu'on a vu ça. Hein? On a vu ça avant ou pas? Confirmez-moi. Oui. Oui. Certaines propriétés qui ne sont valables qu'en dimension finie. Voilà. Donc, soit Y appartenant à F orthogonal. D'accord? D'accord. Montrer que F orthogonal appartient à F de Y appartient à F orthogonal. C'est ça l'objectif. D'accord? D'accord. Sachant que F est stable par grand F stable par F. On a F stable par F. On veut montrer que quel que soit F, Y appartenant à F orthogonal, son image toujours appartient à F orthogonal. C'est ça l'objectif. Donc ça, c'est équivalent à F de F orthogonal inclus dans F orthogonal. Oui ou non? Oui. C'est-à-dire, on enlève ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quel que soit X appartenant à F, Y appartient à F orthogonal.
ou bien f de y appartient à f orthogonal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, f de y égale 0. Ça, et ça, c'est Oui. équivalent. D'accord? Ouais. Regardez l'esprit de la démonstration. X, il appartient à f. D'accord? D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Regardez le raisonnement, hein. Regardez bien. C'est bien de suivre le raisonnement. Je vous conseille toujours, devant n'importe quel sujet de concours que vous travaillez, devant n'importe quel exercice, d'accord? N'importe quelle démonstration. N'acceptez pas juste la réponse. D'accord? N'essayez pas juste de comprendre la réponse. Essayez de comprendre l'acheminement du raisonnement. Ça, c'est très, très important. D'accord? D'accord. Regardez le raisonnement, comment il évolue. Pourquoi on a pensé à ça? Pourquoi on a pensé à faire cette étape? Pourquoi après? Donc, vous allez vous habituer à comprendre comment fonctionne ou bien doit fonctionner votre cerveau lors de résolution d'un problème. Mais sinon, si vous vous contentez à comprendre la réponse et vous passez, même si vous comprenez bien, ça ne va pas faire grand-chose. Il faut vraiment suivre le raisonnement, comment ça marche. C'est ce qu'on essaie de faire pendant toutes les démonstrations. D'accord? Je vais essayer de vous expliquer étape par étape comment ça marche. J'aime pas juste vous donner comme ça la solution. Ligne après ligne et après c'est bon. Vous savez ce que je veux dire? Oui. Je vois. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est très Oui, bien important, hein. sûr. Voilà. Voilà. Regardez. X, il appartient à F, d'accord? On a quoi? F de F est inclus dans F. Ça marche? Ouais. Ça marche. Donc, si X appartient à F, on doit montrer qu'il existe un X prime appartenant à F tel que F de X prime égale à X. Ça va permettre à faire quoi? Ça va permettre d'écrire ça. Orthogonal, l'endomorphisme orthogonal. Puisque ça, c'est dans F. Ça, dans F orthogonal, ça va être égal à 0. D'accord? Ouais. Mais le problème, c'est que ça, ce n'est pas toujours vrai parce qu'on a F de F est inclus dans F. On n'est pas sûr que pour chaque élément de ça, on a sûrement un antécédent ici. Ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer d'abord? On va montrer que F de F est égal à F. Comme ça, on va résoudre ce problème. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et par suite, on va supposer qu'il existe un X' tel que, etc. Et on va faire ça. Maintenant, c'est bon. Ouais. Voilà. Donc, j'efface ce bordel. Donc, voilà. Alors, on a F de F est inclus dans F. Implique que l'application restreinte à F est linéaire dans F. Ça marche? Ouais. Vous savez, ça veut dire quoi cette notation? C'est-à-dire qu'on prend... La restriction. Ouais. Voilà. De plus, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit F, X appartenant à F, on a la norme de F de X. C'est quoi? C'est la projection de X sur F. Oui ou non? Parce que Ouais. ça appartient à F toujours. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à X. On a montré ça déjà. Ouais. Ouais. Vous vous rappelez un peu ou pas? On a vu ça quelque part, hein? On l'a vu Oui, avant. pour la projection, ouais. Voilà. C'est déjà une projection. Parce que X, il appartient à F. Donc, on a ça égal à ça. Implique quoi? Que F restreint F appartient à l'orthogonale de F. Ça va? Parce que conservation de la norme. Ça, c'est bon.
Oui, c'est bon. Voilà. Si f est orthogonal, donc il veut dire que f est bijectif. Vous voyez quand c'est progressif ce cours. Bijectif de f vers f. On a vu ça avant. On a vu qu'un endomorphisme orthogonal, il est bijectif. Objectif, ouais. Ça implique quoi? Ça implique que f restreint à f égale à quoi? Allez-y, répondez-moi. C'est égal à f. Égal à f. Et ça veut dire quoi? Que f de f Est égal à f. égale à f. Parce qu'on n'a rien changé. Ce qu'il fallait donner. Restriction à l'ensemble f, c'est celle qu'on a ici. Donc, ça ne change rien. D'accord? Ah ouais. Oui, d'accord. Voilà. Et bien, puisqu'on a ça, on peut dire que quel que soit x appartenant à f, il existe x prime appartenant à f, tel que f de x prime égale à x, ça implique quoi? Ça implique que x f de y égale f de x prime f de y égale x prime y égale à 0. Ça appartient à f, ça appartient à l'orthogonale de f, donc ça égale à 0. D'où f de y, on a dit, il appartient à f de y. F orthogonale implique que ça marche. Donc, il est ça. Donc voilà, c'est bon. À votre avis, pourquoi on a fait cette étape de f restreint à f? Juste pour avoir cette écriture. Projection de f. Projection de x. Parce que les x, dans ce cas, ils seront que les éléments de f. Ce qui nous a permis d'écrire ça. Pas une étape facile à voir. Hein? Pas une étape facile à voir. OK. Oui. Ouais, ok. Donc voilà. Maintenant, on va partir. Forme linéaire d'un espace euclidien. Théorème de Riese-Fischer. Fischer, on va bien veiller à écrire son nom. Théorème de Riese-Fischer, qu'est-ce qu'il a dit? On a parlé de ça l'autre fois, si vous vous rappelez bien. Ça permet de transformer n'importe quelle forme linéaire en un produit scalaire donné. Un espace euclidien. Alors, on a quoi? Quel que soit f appartient à E étoile. C'est quoi E étoile? C'est l'ensemble des applications linéaires de E à R. Ça, c'est une notation. Ça se fait, hein? D'accord? D'accord. L'ensemble des formes linéaires partant de E. Forme linéaire, c'est quoi? C'est une application linéaire à valeur dans R ou bien dans R. C, quelque chose comme voilà. ça. Dans R. A priori, dans. Il existe un unique. Je vais l'écrire en rouge. Il existe un unique A appartenant à E. Tel que, quel que soit X appartenant à E, f de X est égal au produit scalaire de A. Imaginez que n'importe quelle forme linéaire peut être écrite sous forme d'un produit scalaire. Il suffit juste de trouver le A appartenant à E. Petit A, oui. C'est fort, hein? C'est fort comme résultat. C'est trop fort. Oui, c'est un théorème N'importe quelle forme linéaire peut se transformer tout simplement en un produit scalaire simple. C'est très fort. Oui. Voilà la démonstration. Je vous demande de vous accrocher. Si on considère l'application linéaire phi allant de E à E étoile, n'oubliez pas que ça, c'est un espace vectoriel.
vectoriel. D'accord? Et ça, D'accord. c'est l'ensemble des formes linéaires. Donc, on va d'un espace vectoriel à un espace des applications linéaires. D'accord? D'accord. Ça contient... Excusez-moi. Ça contient E, il contient des vecteurs. Le E étoile, il contient des applications linéaires. D'accord? Ouais, d'accord. Voilà. Qui associe à chaque vecteur A, phi de A. Phi de A, c'est l'application linéaire qui prend chaque X et lui associe phi A de X qui est égal au produit scalaire AX. Ça va? Ouais, ça va. Voilà. Donc, regarde. Soit A appartenant à E, quel que soit X, X' appartenant à quel que soit lambda appartenant à F. Qu'est-ce qu'on va faire? Phi de AX. Phi de lambda X plus X' égale par linéarité du produit scalaire. On va trouver que c'est égal à phi lambda phi A X plus phi A X'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi A, il appartient à E étoile, quel que soit A appartenant à E. Donc, phi A est bien défini. Donc, on a fait juste cette étape pour s'assurer que bien le phi A, il appartient à l'espace étoile. Ouais, attends. D'accord? Voilà. Ouais. Ça appartient à R, ça appartient à R. Donc, ça appartient à E étoile. Donc, jusqu'à ça, c'est vous. Regardez. Donc, soit A, B, il appartient à E. Lambda, il appartient à R. D'accord? D'accord. Donc, on a vu que, quel que soit, on a pris avant, X et X', elle appartient à ça, là. On le met ici, pour montrer que le phi A, il appartient à E étoile. Maintenant, ce qu'on va faire, on va jouer sur ce paramètre-là, là. On va prendre A et B qu'on va mettre ici, pour montrer la linéarité de l'autre côté. Oui ou non? Ouais. On a une double linéarité. C'est, comme vous voulez, c'est une fonction à plusieurs variables. Regardez. Vous allez voir, ça sert à quoi? Phi de lambda A plus B, c'est égal à phi de lambda A plus B. D'accord? Ouais. D'accord. C'est bon. C'est égal à lambda phi de A plus phi de B. Pourquoi? Parce que, quel que soit le x que vous prenez dans E, phi de lambda A plus B de x, c'est égal. Regarde, c'est égal au produit scalaire, pardon. Phi de A plus B de x, c'est égal lambda AX plus BX. Ça, c'est lambda phi A de x plus phi B de x. Ça marche? Donc, ça, c'est égal à ça plus ça. Donc, ça, c'est bon. Donc, on a montré la linéarité. Donc, ça implique quoi? Ça implique que phi, il appartient à L, à l'ensemble des applications linéaires allant de quoi vers quoi? De E vers F. Pardon? De E vers De E vers F. E vers E étoile, oui. Oui, E étoile. Voilà. Maintenant, si on prend A appartenant à quart de F, quart de phi.
Pas trop évident comme démonstration, j'avoue. Phi de A égale à 0, E étoile. C'est-à-dire 0. 0 de R. Non, non, non. 0 E étoile, c'est 0 dans l'ensemble des applications linéaires à valeur dans R. Oui, ça veut dire 0 de R. C'est équivalent. Ça veut dire quoi? Que phi A de X égale 0, quel que soit X, il appartient à E. Ça veut dire que produit scalaire AX égale 0, quel que soit X appartient à E. Ça marche? Oui, oui. Ça, c'est équivalent à quoi? C'est comme A est orthogonal à tous les vecteurs de E. Voilà. Donc ça veut dire que A, il appartient à E orthogonal. Oui. E orthogonal, E orthogonal, c'est quoi? C'est 0 de E. Parce que, Voilà, 0 de E, parce que le E, c'est 0 de E. l'espace vectoriel tout entier. Donc son ouais, orthogonal, c'est 0. Ouais. ouais. Voilà. Donc faites attention. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire que A égale à 0 de E. Oui. Alors, À ce niveau, prof, est-ce que si on trouve, par exemple, je sais pas, dans ce cas, on a trouvé E orthogonal égal à 0 de E. Donc, on peut dire que 0 de E est toujours supplémentaire avec E. Ça, c'est vrai. oui, 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 c'est ça, exactement. Mais dans d'autres cas, est-ce que, par exemple, si on trouve F, si on, si on trouve F supplémentaire avec quelque chose d'autre dans E, on ne peut pas directement conclure que cet espace est l'orthogonal du premier, n'est-ce pas? Je pense qu'on fait ça, oui. J'ai insisté sur ça en dimension finie, Oui, si tu te oui, rappelles bien. Parce qu'on a dit que F et F orthogonales, on peut dire que oui, ils sont toujours supplémentaires. Je pense qu'on oui. peut toujours dire qu'ils sont supplémentaires. Attends, je vérifie ça. Mais par exemple, si on a F est supplémentaire avec G, on ne peut pas directement dire que G égale à F orthogonal, n'est-ce pas? Tu as dit que F, Oui, F supplémentaire avec G dans E. En même temps aussi, F est supplémentaire avec, F est supplémentaire avec F orthogonal. Mais ça ne veut pas dire que G égale à F orthogonal. ah, est-ce que le supplémentaire, il est unique? Non, c'est juste que tous ces espaces vectoriels, il admet un supplémentaire. Mais on n'a jamais Voilà. dit qu'il admet un seul. On n'a jamais dit. Oui, mais est-ce que tu penses qu'il est unique? Pense à ça un peu. Euh, Regarde, si le supplémentaire il est unique, si tu dis oui, ça veut dire que G il est égal à F orthogonal, Ça dépend. n'est-ce pas? Si on trouve dimension de f plus dimension de f orthogonale, donc alors forcément, et qui est égal à e, et qu'on a en même temps dimension de f plus dimension de g égale à e, donc assurément, f est égal à f, f orthogonale est égal à g. Oui, on peut dire ça, oui, mais plus précisément, si on prend, regarde, si on prend par exemple base de E égale de E1 jusqu'à ER, Monsieur Mohamed, fais attention avec ça, Oui, oui, ER plus 1 jusqu'à EN. Si on regarde que ça, c'est une base de F, et ça, c'est une base de G, d'accord? oui, oui, Le théorème, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si la concaténation des deux bases, elle vous donne la base de l'espace vectoriel tout entier, alors que les deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. oui, oui, Vous savez le théorème. Ça, c'est oui. fondamental. Voilà, donc ça, c'est bon. À votre avis, si on a une base de F et on veut le compléter en une base en des vecteurs, on veut le compléter en des vecteurs pour obtenir une base de E. Ça marche? Oui. Les vecteurs, est-ce qu'ils vont être uniques ou pas? On va avoir une infinité de configurations de vecteurs, mais en fait, ça va être que Oui, les combinaisons linéaires qui vont faire la différence. Tu comprends ce que je veux dire? oui, oui. Si Ça par va, ça va. exemple, tu as, par exemple,
ER plus 1, ER plus 2 jusqu'à EN, tu peux avoir d'autres vecteurs, mais en fait, le vecteur de ces vecteurs-là va être le même. Parce qu'en fait, ici, tu peux, par exemple, pour le deuxième vecteur, tu peux ajouter une combinaison linéaire des autres vecteurs, mais à la fin, ça va être le même vecteur. C'est ce que je veux dire. D'accord. Donc, enfin, ce sera le même vecteur, et enfin, ce sera le même supplémentaire. Le même supplémentaire, oui. Donc, si tu as le même supplémentaire, donc sûrement, tu auras le G égal à F orthogonal. D'accord, d'accord. Tu vois? Donc, si le supplémentaire il est unique, donc, réponse à ta question, donc je vois selon ce que je te dis là, que G et F orthogonal seront les mêmes, seront égaux. D'accord, compris. Et ça, c'est grâce au théorème des bases concaténées, la concaténation des bases. D'accord, compris. Parce qu'en fait, si on a deux bases qui engendrent exactement les sous-espaces vectoriels, donc, si on a par exemple deux bases qui sont différentes et une est combinaison linéaire de l'autre, elles vont sûrement donner le même sous-espace vectoriel. Oui. Donc oui, ça c'est bon, oui. Je pose la question par curiosité, c'est bon. Donc regarde, cœur de phi égale à quoi? On a montré que cœur de phi égale à 0 de E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi est injectif. Oui. Phi est injectif. On a quoi aussi? On a la dimension de E égale à la dimension de E étoile. Pourquoi? Pourquoi ça? Par théorème Durand. La dimension du cœur de phi. Oui. Regarde. Ça, c'est la dimension de l'image de phi plus la dimension du cœur de phi. Phi, qu'est-ce qu'on a dit? Elle va de E à E étoile. Donc, image de phi, c'est E étoile. Cœur de phi, c'est égal à vecteur nul. Donc, la dimension, c'est 0. Donc, dimension de E, c'est égal à... Oui, dimension de E étoile, oui. Et si la dimension de l'image est égale à la dimension de l'espace vectoriel tout entier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi, il est quoi? Il est surjectif. Surjectif, oui. Voilà. Donc, bijectif, ouais. Ça implique quoi? Que phi est bijectif. Par suite, excusez-moi, je suis un peu malade. Quel que soit f appartenant, puisque phi est bijectif, quel que soit f appartenant à E étoile, il existe un unique A appartenant à E. C'est vrai ou pas? Qui vérifie? Phi de A égale à F. C'est magique, hein? C'est magique comment ça apparaît à la fin. Donc, quel que soit F appartenant à E étoile, il existe un unique A appartenant à E qu'on note phi A égale à F. OK? Oui. Équivalent à quoi? Qu'il existe, quel que soit F appartenant à E étoile, il existe un unique A appartenant à E. Quel que soit X appartenant. Quel que soit. Voilà. F de X égale phi A de X égale A de X. Parce qu'on est déjà parti de l'hypothèse que phi de A, il est noté produit scalaire. Donc, on n'a aucune faute à écrire ça. D'accord? D'accord. Vous voyez l'enchaînement de la démonstration. On est parti de phi qu'on a défini sous forme de produit scalaire qui va de l'ensemble E à l'ensemble des espaces des formes linéaires. OK? On a montré l'objectif principal de cette démonstration, c'était quoi? C'était de montrer quoi? Montrer que toute application linéaire peut s'écrire sous la forme de produit scalaire. Oui. D'une unique façon. La clé de la démonstration, c'était de montrer que phi,
que l'application linéaire de AE' était bijective. Si on montre ça, ça y est, c'est fini. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? On a montré qu'elle est d'abord injective en utilisant les propriétés des produits scalaires. Et par suite, passage au théorème de Rond. Passage, on montre qu'elle est surjective. Et par suite, on a montré qu'elle est bijective. Donc, si ça fait ça a fait pas mal de fois le sujet d'un petit problème, mais sûrement, ça prend pas mal de questions. Donc, ça se fait pas juste comme ça à montrer le théorème de Reis-Fisher. Sinon, c'est pas évident. Je me rappelle bien que c'était une fois un exercice de concours. Je pense un CNC. Ça va? Est-ce que c'est compris ça? C'est bon, on peut passer. Oui. Donc voilà. Oui. Vecteur normal, 1, hyperplan. Donc voilà, c'est quoi ça? Donc si on prend H, un hyperplan d'un espace euclidien. Donc, il existe un A appartenant à E qui est non nul, un vecteur, d'accord? Quel que soit X appartenant à H, le produit scalaire de X et A égale à 0. Imaginez que, voilà, hyperplan, on prend juste un plan de dimension 2, d'accord? Ouais. Et si on prend un vecteur qu'on nomme A, quel que soit le vecteur X appartenant à H, si on prend ça H, on prend par exemple ça c'est H, ça c'est X, donc A scalaire X il sera égal à 0. D'accord? Oui. Donc ça c'est juste une représentation en dimension 3. Donc qu'est-ce qu'on appelle A? A est appelé quoi? Vecteur normal à H. Vecteur normal. Si on vous demande de montrer que A est un vecteur normal à un espace, à un hyperplan donné, vous montrez que le produit scalaire de n'importe quel vecteur appartenant à H avec ce vecteur est nul. D'accord? Oui. Donc, voilà. Je pense qu'on a 1 minute qui reste. Donc, je vous invite de vous reconnecter. Maintenant, je vais couper le live. D'accord? Oui. Vas-y, s'il vous plaît.